début des années 80, le coproducteur Kip Omen propose à Charles-Édouard Pogg de remettre au goût du jour La Mouche, un classique de la science-fiction horrifique. Sorti en 1958, ce long métrage racontait la tragédie d'un scientifique dont l'expérience de téléportation vire au cauchemar lorsqu'il fusionne par accident avec un insecte. Pour bien cerner l'univers, Pogg commence par lire la nouvelle de George Langelaan avant de découvrir le film original qu'il ne connaissait pas. Séduit par le potentiel dramatique, il en parle avec Stuart Cornfeld, un producteur qui adhère aussitôt à l'idée. Ensemble, ils présentent le concept à la 20th Century Fox qui se montre d'abord très enthousiaste. Pogg obtient alors un budget pour écrire un premier scénario. Il commence par suivre de près le récit de Langelaan, mais avec Cornfeld, il décide finalement de privilégier une transformation lente et progressive plutôt qu'un choc brutal façon apparition de monstres. Mais une fois le script terminé, la Fox change de ton. Jugeant l'histoire peu convaincante, le studio abandonne le projet. Notre marché ne tient plus, je n'ai plus besoin de toi. Attends, je t'en prie, attends. Cornfeld ne baisse pas les bras pour autant et il réussit même à décrocher un accord. La Fox accepte de distribuer le film seulement s'il trouve un financement externe. C'est là qu'intervient Mel Brooks via sa société Brooks Films. Proche de Cornfeld, il avait déjà collaboré avec lui sur Elephant Man. Séduit par le potentiel du script, il estime néanmoins qu'un autre regard serait nécessaire. Charles-Édouard Pogg est donc écarté, remplacé par Walon Green pour une réécriture. Mais le résultat déçoit, et c'est finalement Pogg qu'on rappelle à la rescousse pour retravailler l'histoire. Je nage dans l'irréel. Tout est réel, ce n'est que difficile à croire. Et pendant ce temps, il faut trouver un metteur en scène. Un temps envisagé, David Cronenberg décline l'offre après lecture du scénario, étant déjà engagé sur Total Recall. Merde. Sur Mars. À cette période, le cinéaste canadien est surtout connu pour ses films d'horreur aux accents psychologiques et organiques comme Scanner, Vidéodrome ou Chromosome 3, qui ont marqué les amateurs de cinéma de genre pour leur approche radicale et dérangeante. Le producteur se tourne alors vers un jeune cinéaste britannique, Robert Bierman, repéré grâce à un court-métrage prometteur. Ce dernier se rend à Los Angeles pour rencontrer l'équipe et la pré-production démarre doucement, jusqu'à ce qu'un drame frappe. En vacances en Afrique du Sud, sa fille perd tragiquement la vie dans un accident. Touché, les producteurs lui laissent du temps, lui proposant de reprendre le projet dans quelques mois. Mais une fois ce délai écoulé, le réalisateur préfère renoncer, incapable de se replonger dans un tournage aussi éprouvant. Brooks, compréhensif, le libère de son contrat. Entre-temps, Cronenberg abandonne Total Recall et son agent l'informe que Mel Brooks souhaite à nouveau lui confier la réalisation. C'est vous qui le ferez. Cette fois, il accepte, mais à une condition, pouvoir reprendre entièrement le scénario. Ayant vu le film de 1958 à sa sortie, il garde un souvenir mitigé de l'adaptation initiale et se montre très critique envers le script de départ. Je me souviens l'avoir lu, et les 16 premières pages étaient horribles. Merde, voilà ce que je pense. D'après lui, seule une ligne de dialogue écrite par Pogg a survécu à la réécriture. Pourtant, il va insister pour que son prédécesseur soit crédité au générique. Lors des arbitrages de la Writers Guild, il défend le fait que le scénario n'aurait jamais existé sans la première version posée par Pogg. Dans le script d'origine, le personnage principal était décrit comme un scientifique brillant mais sans grand relief, une sorte de technophile beau gosse un peu terne selon les mots de Cronenberg. C'est de l'histoire ancienne maintenant. De son côté, Mel Brooks aurait bien vu Pierce Brosnan dans le rôle principal, mais le cinéaste s'y oppose. Il pense d'abord à John Malkovich, qui décline poliment. John Lithgow est approché ensuite, mais trouve le rôle trop dérangeant. Michael Keaton et Richard Dreyfuss sont également sur la liste, sans succès. Et c'est finalement Jeff Goldblum qui retient l'attention de Cronenberg. Il est séduit par l'engagement de l'acteur, prêt à relever le défi physique du rôle, notamment en acceptant le maquillage prothétique, là où d'autres, comme Dreyfuss, avaient posé leur veto. Pour le rôle féminin, Stuart Cornfeld se montre d'abord réticent à l'idée de choisir Geena Davis, alors en couple avec Jeff Goldblum. Il craint un déséquilibre à l'écran. Le metteur en scène accepte de faire passer des auditions à d'autres actrices, mais aucune ne convainc vraiment. Même Cornfeld finit par admettre que Davis s'impose comme une évidence. Rien que toi et moi? Oui? Pourquoi tu voudrais emmener quelqu'un d'autre? Le budget du projet vacille entre 9 et 15 millions de dollars, et le tournage débute le 1er décembre 1985. Pour les excellents effets spéciaux, Cronenberg fait appel à Chris Wallace, déjà remarqué pour son travail sur Scanner. Le mixage audio, lui, est réalisé à Londres, une solution plus économique que Los Angeles. Mais pour revenir au maquillage, qui vaudra d'ailleurs un Oscar au film, le processus débute par la création de la forme finale de la créature,
puis remonte progressivement pour imaginer les différentes étapes de la dégradation physique du personnage. Cette lente mutation est pensée comme une métaphore du vieillissement. Chute des cheveux, perte des dents et des ongles, peau décolorée, bosselée, en décomposition. L'apparence devait évoquer un corps rongé par le cancer. Et résultat, nous avons une créature asymétrique, instable, profondément dérangeante. Nom de Dieu. Évidemment, plusieurs essais ont été réalisés pour obtenir les effets visuels les plus saisissants. Certains de ces tests peuvent d'ailleurs être découverts dans les bonus de l'édition Collector DVD de 2005 ou sur le Blu-ray. La métamorphose a été soigneusement découpée en 7 étapes, chacune nécessitant plusieurs heures de maquillage pour Jeff Goldblum, surtout dans les phases les plus avancées. Les 2 premières se concentrent sur des changements subtils, une légère décoloration de la peau, des rougeurs ressemblant à une éruption, quelques plaies superficielles sur le visage et les premiers poils de mouche, notamment autour des joues et au niveau d'une blessure dans le dos. Ayez peur. Ayez très peur. Aux étapes 3 et 4A, le maquillage se complexifie. Des prothèses viennent recouvrir progressivement le visage, les bras, le torse et les pieds. Et dès la 4e phase, des perruques aux zones dégarnies et des dents prothétiques tordues renforcent l'aspect inquiétant du personnage. Je vais devenir Brundlemouche. L'étape 4B, absente du montage final, mais visible furtivement dans la bande-annonce, marque un tournant dans la transformation. C'est lors de cette phase, notamment dans la scène du chat-singe, que le personnage cesse complètement de porter des vêtements. L'acteur y porte la première des 2 combinaisons intégrales en mousse de latex. À l'étape 5, une seconde combinaison encore plus déformée est utilisée. Elle est accompagnée de lentilles de contact spéciales qui donnent à ses yeux une asymétrie troublante avec un œil plus grand que l'autre. L'étape 6 révèle la créature finale, surnommée par l'équipe l'insecte spatial. Cette version est entièrement réalisée en animatronique, avec des marionnettes en taille réelle ou partielle, manipulées par un système de câbles et de tiges. Je peux... Non. Et enfin, la dernière étape, la 7e, dévoile l'ultime horreur. Cette dernière version n'apparaît que dans les derniers instants du film. Pour concevoir les célèbres télépodes, Cronenberg s'inspire directement du cylindre du moteur de sa moto, une touche personnelle qui s'intègre parfaitement au design étrange et organique du film. Ce sont des cabines téléphoniques. Très jolies. Je les ai appelés des télépodes. Que font-elles, ces cabines téléphoniques? Télépodes. Une fois le tournage terminé en début 1986, un premier montage est présenté aux dirigeants de la 20th Century Fox qui sont bluffés. Un peu plus tard, une projection test a lieu. Le public réagit vivement, notamment face à la scène du chat-singe jugée trop choquante. Pour préserver l'attachement au personnage, cette séquence est finalement supprimée. Côté promo, les producteurs commandent une chanson à Bryan Ferry intitulée Help Me. Un clip est même tourné avec des images du film. Le réalisateur apprécie la musique, mais la trouve complètement décalée par rapport à l'atmosphère du long métrage. Brooks et Kornfeld envisagent un temps de la glisser au générique de fin, avant de changer d'avis après une nouvelle écoute. Finalement, Help Me ne sera utilisée que de manière discrète en fond sonore lors de la scène de bar. Peu diffusée, elle ne figure même pas sur la bande originale officielle, mais refera surface en 1993 dans la compilation Roxy Music Bryan Ferry Ultimate Collection. La mouche sort dans les salles américaines le 15 août 1986 et le moins qu'on puisse dire, c'est que le public répond présent. Il y a une limite à tout, même à l'imagination. Là où nos créations les plus grandes rejoignent nos peurs les plus profondes. Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite. Aide-moi. Distribué comme prévu par la 20th Century Fox, le long métrage engrange plus de 40 millions de dollars au box-office américain, soit largement au-dessus de son budget initial. À l'international, le succès se confirme et La Mouche dépasse les 60 millions de dollars de recettes dans le monde. Un carton inattendu pour une œuvre aussi dérangeante. Au-delà de son succès commercial, le film fait aussi forte impression sur la critique. De nombreux journalistes saluent la puissance de la mise en scène de Cronenberg, son mélange viscéral d'horreur, de drame et de science-fiction, et la manière dont il parvient à injecter une vraie dimension tragique au récit. Loin d'un simple film de monstre, La Mouche touche un large public en abordant des thèmes universels comme la maladie, la dégénérescence du corps, la peur de perdre son humanité. Certains y voient même une allégorie du sida, particulièrement en résonance avec le climat de l'époque. Le réalisateur a d'ailleurs été très étonné de voir que son œuvre avait été interprétée comme une métaphore directe de cette maladie. Ce n'était pas son intention première. Il comprenait bien pourquoi certains spectateurs touchés de près par le sida pouvaient y voir un reflet de leur réalité. Mais selon lui, la vraie force du film réside dans sa portée universelle.
On n'a pas besoin d'avoir vécu une maladie grave pour être bouleversé par cette histoire. Le déclin du corps, la perte de contrôle, la transformation irréversible, autant de thèmes qui parlent à tout le monde. Cronenberg ne renie pas l'impact de l'épidémie sur l'époque, mais dans son esprit, le cœur de la mouche touche à quelque chose de plus large, de plus intime. Cette peur sourde qui nous relie tous face au temps qui passe et à l'inéluctable. La performance de Jeff Goldblum est unanimement saluée. Déjà reconnu mais encore loin d'être une star, le comédien livre ici un rôle aussi physique qu'émotionnel. Il est même cité pour une nomination à l'Oscar du meilleur acteur, mais ne sera finalement pas retenu dans la sélection finale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le film repart toutefois avec une statuette bien méritée, celle du meilleur maquillage, décernée à Chris Wallace et Stéphane Dupuis lors de la 59e cérémonie des Oscars en 1987. And the winner for the best achievement makeup is Chris Wallace and Stephen Dupuis for The Fly. La Mouche est bien plus qu'un film d'horreur. C'est un drame tragique, viscéral, qui te colle à la peau comme une seconde chair. Sous ses allures de remake de série B, le film explose toutes les attentes. Il prend son temps, installe une vraie tension, puis bascule lentement dans l'horreur corporelle la plus dérangeante, mais sans jamais perdre de vue l'humain. Jeff Goldblum est bien sûr magistral. Charismatique, drôle, touchant, il incarne un Seth Brundle à la fois génial et vulnérable, dont la descente aux enfers est aussi fascinante que déchirante. Et Geena Davis, tout en justesse, apporte un équilibre essentiel à cette relation qui devient le vrai cœur du récit. La mise en scène, froide et clinique au départ, devient de plus en plus organique, étouffante, jusqu'à l'inévitable. La Mouche, c'est une histoire d'amour qui vire au cauchemar biologique. Et c'est précisément pour ça qu'on ressort secoué et marqué. Alors que le film original de 1958 avait donné lieu à 2 suites, Le Retour et La Malédiction, David Cronenberg, lui, n'a jamais envisagé de prolonger cette histoire. Pour lui, ses récits ont un début et une fin claire, et il n'a jamais été tenté par l'idée de revisiter ses propres histoires. Bon, cela ne l'a pas empêché de voir d'autres cinéastes s'approprier son univers, comme c'est le cas notamment avec Scanner, qui a engendré plusieurs suites sans qu'il n'y soit associé. 10 ans plus tard, voici Scanner 2, le nouveau règne. En 1989, c'est donc sans lui que débarque La Mouche 2, réalisée par Chris Wallace. Écoutez, vous l'entendez? Ça se rapproche de plus en plus. La Mouche 2. Tel père, tel fils. Le film se veut être une suite directe. On y découvre que Veronica, peu après les événements du premier film, donne naissance au fils de Brundle. Mais l'accouchement tourne au drame et elle meurt peu après. L'intrigue suit alors le destin de l'enfant, Martin Brundle, élevé en captivité par une société qui cherche à remettre les télépodes en service pour des projets plus que douteux. À sa sortie, La Mouche 2 reçoit un accueil mitigé. Moins subtil, plus axé sur les effets gore et les expérimentations génétiques, il divise autant les fans que les critiques. Malgré tout, il reste une curiosité intéressante pour ceux qui veulent prolonger l'univers du premier film sans en attendre la même intensité. Lors d'une interview accordée en 1987, Vincent Price, qui incarnait le rôle principal dans la version originale de La Mouche sortie en 1958, racontait avoir reçu une lettre de Jeff Goldblum au moment de la sortie du remake. L'acteur écrivait avec respect « J'espère que vous l'aimerez autant que j'ai aimé le vôtre ». Touché par cette attention, Price lui répondit par courrier, puis alla découvrir le film en salle. Il le trouva selon ses mots merveilleux jusqu'à un certain point, mais il allait un peu trop loin. Une réaction assez typique de la génération des classiques hollywoodiens face à l'intensité viscérale des années 80. Le parcours de Seth Brundle peut être vu comme une métaphore des différentes étapes du deuil, appliquée ici à sa propre perte d'humanité. Dans un premier temps, il est dans le déni, persuadé que sa transformation est une amélioration. Puis vient la colère, lorsqu'il commence à perdre le contrôle. La peur prend ensuite le dessus à mesure que son corps se détériore. Il tente alors de négocier, cherchant désespérément une solution jusqu'à fusionner avec une autre forme de vie. Enfin, lorsqu'il n'y a plus d'issue possible, il accepte son sort.
Martin Scorsese, impressionné par les premiers films de David Cronenberg, demanda un jour à le rencontrer. Lors de leur échange, il lui lança à moitié sérieux « Tu ressembles à un chirurgien esthétique de Beverly Hills ». Une remarque qui fit sourire Cronenberg et lui donna l'idée de faire une apparition dans La Mouche en tant que médecin, un clin d'œil discret et ironique. La célèbre réplique « Ayez peur, ayez très peur » est née d'une suggestion de Mel Brooks. En discutant avec Cronenberg de la manière dont les personnages devraient réagir au premier signe de la mutation de Brundle, Brooks a spontanément proposé cette formule. Elle marquera durablement la mémoire des spectateurs et deviendra même l'un des slogans marketing du film. Mel Brooks avait fait le choix de ne pas apparaître au générique en tant que producteur, craignant que son nom, synonyme de comédie déjantée comme Frankenstein Jr. ou Sacré Robin des Bois, ne fasse croire à une farce horrifique. Il voulait que le public prenne le film au sérieux, mais une fois que son implication a été révélée, il a décidé d'en jouer avec humour. Lors de l'avant-première, il a même distribué des dilly boppers, c'est-à-dire des serre-têtes ornées d'antennes à ressort, souvent utilisées lors de soirées costumées ou d'événements ludiques. Une manière de mêler légèreté et second degré sans nuire à la gravité du film. Chargée des effets spéciaux, l'équipe de Chris Wallace s'est plongée dans des ouvrages médicaux illustrés sur les maladies dégénératives pour concevoir la transformation. Le but n'était pas de créer une simple mouche géante, mais de concevoir une véritable fusion entre l'homme et l'insecte. Dans les commentaires du DVD, David Cronenberg avoue avoir été plutôt mal à l'aise en tournant avec les babouins, utilisés dans certaines scènes de téléportation. Ces animaux, bien que dressés, restent extrêmement puissants et imprévisibles. Pourtant, Jeff Goldblum a su gagner leur respect. Le réalisateur raconte que les singes semblaient se montrer dociles et affectueux avec lui, facilitant ainsi le tournage. Chris Wallace a souvent évoqué sa collaboration avec Cronenberg comme l'une des plus marquantes de sa carrière. Et il décrit le metteur en scène comme quelqu'un d'à la fois exigeant et profondément humain, avec une vision claire, mais exprimée de manière émotionnelle plutôt que technique. Alors que la plupart des cinéastes demandent des créatures plus grosses, plus effrayantes avec des yeux rouges, Cronenberg disait plutôt « Je veux qu'on sente qu'il souffre » ou encore « Il faut qu'on lise la confusion dans ses yeux ». Une approche sensible et introspective qui a profondément influencé le processus de création et donné naissance à une créature aussi dérangeante que tragique. Et voilà, c'est tout pour La Mouche. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner.